Voilà, bonsoir, merci de votre présence ce soir à cette heure inhabituelle pour ce webinaire des cahiers pédagogiques consacrés au numéro 588 ayant pour titre Les cultures à l'école. Je m'appelle Jean-Charles Léon, je suis professeur de musique à la retraite depuis un peu plus d'un an et je vais animer ce webinaire. Je suis à nouveau accompagné par Ben Aïda. Bonsoir Ben. Et bonsoir à tous. Ben Aïda, oui, je suis professeur des écoles, formateur, je suis aussi membre du comité de rédaction des cahiers pédagogiques et je vous attends dans le chat pour vos commentaires, vos réactions, vos questions. Voilà, ouais, n'hésitez pas à poster également des références, comme Ben va le faire de toute façon. Les interventions sur le chat seront retranscrites par Assagori et le document qui en résultera sera mis en ligne sur notre site des cahiers pédagogiques, cahiers au pluriel-pédagogique.com. Je vous rappelle que vous pouvez voir et revoir nos webinaires et débats éducatifs sur notre chaîne YouTube ou sur le site des cahiers. N'oubliez pas de liker, ce qui est très important car ça nous permet un meilleur référencement, ce qui n'est pas très simple sur ce type de chaîne qui a un public tout de même restreint. Enfin, vous avez maintenant accès à plus de 30 webinaires, 35 webinaires et des bases éducatives qui sont d'un accès gratuit, un accès libre et gratuit. Vous pouvez aider à son maintien et à son développement qui demande un gros travail de bénévoles et de militants en vous abonnant, évidemment, en vous abonnant à la chaîne, ce qui est gratuit, mais aussi en vous abonnant au cahier pédagogique. Et vous pouvez également nous aider par un don en allant sur le site des cahiers pédagogiques. Aujourd'hui, nous accueillons les deux personnes, les deux coordonnatrices. Presque. Il y a une super déléguée, ce qu'on appelle, qui est une personne qui regarde par au-dessus, et une des deux coordinatrices, ainsi qu'une autrice et un auteur de ce très très beau dossier. Et donc, bonsoir Catherine Urtic Delattre. Bonsoir Jean-Charles. Et donc, tu peux te présenter rapidement? Oui, Catherine Urtic de Latte. Donc moi, je suis également entrée depuis peu de temps à la retraite et j'étais enseignante dans le premier degré et formatrice. Voilà, j'ai terminé mon parcours à l'Institut français de l'éducation. Ah Et j'ai eu oui, le plaisir donc de coordonner ce dossier avec Régis Guillon. voilà, et Régis qui n'est pas là ce soir. Catherine, je cite les premières phrases de l'avant-propos que tu as rédigé avec Régis. Qu'est-ce qui nous rassemble et qui nous lie? Comment l'école peut-elle participer au double mouvement de connaissance et de reconnaissance des formes d'altérité et de métissage constitutifs de notre société? Alors peut-être serait-il bon de définir précisément le titre du dossier. Qu'est-ce que c'est que les cultures à l'école et qu'est-ce qui fait que ça nous rassemble et ça nous lie, Catherine? Oui, merci pour ce mot d'introduction. Donc, effectivement, ce dossier sur les cultures à l'école, son titre a bougé, hein. Il y a eu plusieurs titres consécutifs. Le premier titre qui a été proposé par le comité de rédaction des cahiers pédagogiques, c'était Conflit de culture à l'école. Et puis, ça ne nous convenait pas trop avec Régis quand on a accepté de prendre ce dossier. Le sujet nous intéressait beaucoup, mais on se disait rentrer directement par langue conflictuelle, ça ne nous paraissait pas forcément la meilleure approche. On a préféré au départ rencontre et tension. Et puis pour finalement arriver à les cultures à l'école. Donc pourquoi ça? Parce que finalement, quand on a lancé un appel et qu'on a eu des contributions, on a eu beaucoup de contributions qui faisaient état de rencontres entre les cultures. Et puis on a réfléchi effectivement à la définition de la culture et le pluriel s'est vraiment imposé pour nous parce que effectivement, c'est bien des cultures qu'on a souhaité parler et non pas de la culture. Parce que finalement, si on parle de la culture, on va tout de suite faire référence à ce qui pourrait être la culture légitime, la culture scolaire, la culture qui est transmise par l'école parce qu'elle est finalement la culture dominante d'une société. Et justement, nous, notre propos, c'était un propos qui défend une école de l'hospitalité, de l'ouverture, et dans laquelle on souhaitait mettre en avant une école qui s'ouvre à toutes les cultures. Alors, qu'est-ce que ça serait toutes les cultures? On voit bien qu'on est dans une société de plus en plus multiculturelle où de nombreux apports culturels se croisent. Et c'est ce qui en fait la richesse et ce qui en fait aussi la complexité. Donc, on a réfléchi effectivement à cette définition et puis on s'est appuyé beaucoup sur un ouvrage qui nous a servi un petit peu de garde-fou,
qui est l'ouvrage de Virginie Trémion et puis Véronique Lemoine-Bresson, qui sont interviewées dans le numéro, et qui ont publié un livre, effectivement, qui s'appelle aussi Les cultures à l'école, dans une collection qui s'appelle Mythes et réalité. Donc, tout de suite, elle nous mettait dans la complexité et dans le fait de se dire, quand on va travailler dans cette notion d'hospitalité, peut-être qu'il faut se garder de certains dangers ou de certains risques. Et donc, elle nous propose une définition finalement de les cultures. Donc, je vous la donne. Elles disent, quand on parle de culture, il est question des êtres humains dans leur complexité et de leur capacité ou incapacité à interagir, à s'adapter et à se manifester dans la rencontre avec l'autre. Donc, on voit bien que c'est une notion de culture qui n'est pas une notion figée, qui est une notion mouvante. Et du coup, elle nous invite à penser les cultures comme quelque chose qui se réactualise dans le temps, dans l'espace et qui agit d'abord par les hommes et par leurs interactions. Donc voilà, on est rentré dans cette notion-là de la culture en étant conscient, et ces autrices-là d'ailleurs nous y alertent, qu'il y a des risques à ouvrir l'école à toutes les cultures, des risques d'essentialisation, des risques un peu de stigmatisation, on va y revenir je pense avec nos invités, et puis également des risques de repli communautaire ou des risques de globalisation. Donc il y a un tas de risques finalement qui sont le défi un peu qu'on a voulu relever, de se dire que comment est-ce que l'école peut être le creuset de l'ouverture à l'ensemble des cultures qui traversent nos sociétés et qui se métissent dans notre société. C'est-à-dire que ce titre, et évidemment nous y reviendrons, c'est une façon d'abord très, très positive d'aborder le sujet et de dire que peut-être qu'une culture, c'est aussi une somme de cultures. Tout à fait. Voilà. Florence, toi tu étais, Florence Castinco, bonsoir. Bonsoir. Alors toi tu étais super délégué, peut-être juste en très rapidement ce que peut être un super délégué, parce qu'il y a quand même une façon de faire les cahiers qui implique beaucoup de monde. Et puis après, je te poserai une première question. Ou tu peux Alors, même y répondre directement, à savoir, il est construit comment ce dossier? moi, j'ai été professeur de français en collège et donc je fais partie depuis un certain temps du comité de rédaction des cahiers pédagogiques et depuis quelque temps dans une réorganisation du travail de la rédaction des cahiers. Pour chaque dossier ou presque, un membre du comité de rédaction des cahiers et alors tu as nommé super délégué, le mot est un peu bon, vaut aussi pour l'humour de la Si, formule. c'était vraiment une super déléguée. Hein. Confirme. C'est quelqu'un qui va aider les coordonnateurs à avancer dans le dossier, jouer le rôle de Jiminy Cricket qui rappelle les échéances et certaines nécessités, et puis qui peut aussi discuter avec un peu plus de recul que les coordonnateurs, qui sont évidemment en prise directe, qui peut discuter de l'avancée du dossier, de l'équilibre des différentes parties, des redondances éventuelles qu'on ne voit pas toujours quand on reçoit article par article, qui peut aussi discuter la forme de certains articles en pointant encore une fois avec un peu de recul le fait que, tiens, dans tel article, on pourrait peut-être demander à l'auteur de privilégier tel paragraphe central d'où il y aurait quelque chose à tirer. Voilà, bon, donc un travail vraiment en coopération très étroite avec les coordonnateurs du dossier. Alors donc, le plan de ce dossier. Le plan de ce dossier, voilà. Et donc, j'enchaîne sur ce que vient de dire Catherine Urtic-Delattre. Effectivement, le dossier peut être placé sous le signe de cette rencontre. Et les coordonnateurs ont reçu effectivement énormément d'articles très enthousiasmants sur toutes les façons d'organiser ces rencontres par rapport à cette thématique d'origine qui était orientée sur peut-être les conflits. Et sans doute que Marco Briganti lui-même nous dira qu'il ne connaît pas les conflits de culture, mais je spoil sa future intervention. Donc, le dossier s'ouvre par cet entretien dont parlait Catherine Urtic-Delattre avec Virginie Trémion et Véronique Lemoine-Bresson par rapport à leur livre et sur déjà quelques pistes sur les risques d'essentialisation, mais aussi la nécessité d'abandonner son point de vue dominant quand on parle de rencontres de culture. Donc la première partie s'appelle Rencontre de culture et c'est toute une série d'articles sur l'écoute, sur la
l'intrication entre l'histoire de chacun et puis les histoires de chacun, pardon, la nécessité de déplacer le regard, la nécessité de quitter les stéréotypes qu'on peut souvent pas s'empêcher d'avoir. Par exemple, ce bel article de Sylvie Octobre qui s'appelle Une mosaïque culturelle à réhabiliter, où elle nous invite par rapport aux cultures jeunes, par exemple, à pas avoir des stéréotypes sur les cultures jeunes qui seraient forcément écrasées par la mondialisation, alors que c'est beaucoup plus compliqué que ça et beaucoup plus riche que ça. Donc, toute une série voilà, d'articles sur ces mosaïques culturelles qui nous constituent, nous aussi personnellement, quand on veut bien se regarder, et qui constituent l'univers scolaire. Une deuxième partie va plus faire le lien avec les programmes scolaires et ces rencontres de culture. Il est question de rencontres en histoire, en musique, en littérature, et comment on peut faire du commun entre ces différentes origines grâce, avec, dans les programmes scolaires. Et quand on dit rencontre entre des cultures, c'est vraiment très varié. C'est pas forcément, comme c'est la première idée qui nous vient, des élèves venus d'autres pays, par exemple, mais il y a un article, par exemple, qui s'ouvre sur le fait que l'établissement scolaire rassemble des élèves d'un centre-ville plus aisé et d'un quartier populaire, et que la rencontre se passe pas toujours très bien entre les deux, et donc quelque chose va être fait pour que ces deux entités progressent au travers justement de la découverte de points du programme. Donc ça, c'est la deuxième partie qui s'appelle Des cultures pour apprendre. Et puis la troisième s'appelle Des langues et des parcours, et plus spécialement orientée donc sur les parcours de langue que font des élèves, sur alors beaucoup effectivement sur ces classes UPE2A qui scolarisent des enfants venus de divers horizons, mais un motif qui traverse cette partie, c'est vraiment la réhabilitation des langues de chacun, l'égale dignité des langues qui sont parlées par les élèves, et en particulier un article qui s'appelle Où parler Bambara, qui m'a frappée parce que je me souviens que dans mes élèves, souvent, quand on leur demandait quelle langue ils parlaient dans leur famille ou à l'origine, il y avait, alors s'ils parlaient anglais ou allemand, il n'y avait pas de problème, mais s'ils parlaient lingala ou bambara, ils avaient comme une espèce de gêne à le dire, comme si cette langue était moins digne d'intérêt que d'autres. Et donc, toute cette partie-là a ce grand mérite de remettre à l'honneur le plurilinguisme en soulignant qu'il est sans doute pas assez présent dans notre système français, et que en dehors de la classe du PE2A, le système français a souvent résisté à faire la part belle aux langues des élèves, pas en maternelle, où là on pense que c'est nécessaire, mais plus on avance dans le système et plus il y a une froideur ou une timidité à prendre en compte la langue des élèves. Et il y a également un article sur le site je cherche son prénom, Jean-Luc Vidalang, qui plaide aussi pour ce plurilinguisme heureux, assumé et très pertinent du point de vue du développement des élèves. Voilà. Pardon, j'étais un peu surpris. Je te remercie, Florence. J'ai pris sur moi de décider de faire quelques citations d'un très beau livre de Barbara Cassin, La nostalgie, quand donc est-on chez soi? C'est des citations que je pose là, comme ça. En voilà une première, page 81. Le métissage est une, voire la condition de la paix. Corinne Brisbar, qui est une personne de paix également, et pourtant, tu as écrit un article avec Christelle Berdieff, pardon, un grand-père tirailleur. Bonjour, bonsoir Corinne, tout d'abord. Bonsoir Jean-Charles. Donc, tu es en poste encore, je crois? Oui, alors moi je suis enseignante spécialisée et donc effectivement j'ai écrit un article avec Christelle Berdieff qui elle est enseignante dans une classe et donc cet article est écrit à quatre mains. Voilà. Et comment est-ce qu'on peut tisser des savoirs scolaires à travers des histoires familiales, en Ouais. lien avec des histoires familiales?
ce que je voudrais un peu d'abord définir, c'est un peu pourquoi on a choisi cette entrée, parce que bah, c'est un cheminement, enfin c'est le résultat d'un cheminement entre deux enseignantes en fait, une collaboration autour des élèves en difficulté, puisque c'est mon domaine, ceux qui résistent, ceux qui ne s'engagent pas, parce qu'ils ne donnent pas de sens à l'école. C'est aussi une rencontre entre Christelle et moi, et avec un choix basé sur un regard que nous partageons sur les élèves et sur les familles pauvres, face à des propos qui nous mettent mal à l'aise, voire nous mettent très en colère, concernant le soi-disant désengagement des parents d'élèves en difficulté dans les familles pauvres. Donc, pour nous, s'intéresser aux histoires familiales, c'était faire le pas nécessaire vers l'autre pour reconnaître les parents, les enfants comme des interlocuteurs valables. Parce que nous partons de l'hypothèse, après avoir bien réfléchi ensemble, que en fait, pour un certain nombre d'enfants en difficulté, la difficulté se trouve là, c'est-à-dire que en fait, les enfants ne se sentent pas toujours comme des interlocuteurs valables, et pour eux, ben, ça les empêche en fait d'entrer dans le sens de l'école. Donc, on a essayé de réfléchir ensemble à comment construire les liens entre les élèves et le savoir, entre les élèves et le savoir scolaire, et les élèves entre eux, pour que chacun trouve sa place au sein du groupe de classe et dans les savoirs enseignés, et pour cheminer donc vers leur engagement à l'école. En fait, l'idée, c'est que chacun se sente reconnu pour s'autoriser à s'ouvrir au savoir et aux autres. Donc là, c'était un peu le pourquoi, hein, parce que c'est un article un peu particulier puisqu'on l'a écrit à deux, et que je ne suis pas l'enseignante de la classe. Et donc, comment est-ce qu'on a essayé de faire ça? Donc, en s'intéressant tout d'abord aux élèves en difficulté, on a construit un dispositif pour la classe entière, ayant pour objectif de développer la culture scolaire, la curiosité intellectuelle et l'appartenance au groupe. Donc, on a proposé aux élèves, donc surtout Christelle dans sa classe, hein, trois espaces-temps, des espaces-temps qui ont été dégagés, avec un espace-temps qui concerne la prise en compte du vécu de l'enfant, avec des enfants qui font des présentations personnelles de livres, de documents. Un autre espace-temps qui est un point actualité. Que s'est-il passé cette semaine dans le monde? Et un autre point qui est la prise en compte des attentes institutionnelles, donc des connaissances et des savoirs à développer à l'école. Et tout au long de l'année, il s'agit de permettre aux élèves de devenir de plus en plus autonomes dans la construction des liens entre ces trois espaces, en fait. Alors, ça a pris du temps, mais on a pu mesurer quand même l'évolution des élèves. Et dans leur d'une part dans leur capacité à présenter petit à petit, non plus des choses qui étaient personnelles, mais des livres ou des objets qui s'éloignaient petit à petit de leur vécu pour s'orienter vers des livres, par exemple, que les enfants pouvaient aller chercher à la médiathèque. Et du coup, on mesurait le chemin que l'enfant faisait entre, voilà, la maîtresse a su écouter à un moment donné qui j'étais. Les autres enfants m'ont écouté aussi. Du coup, je me suis sentie reconnue et j'ai commencé à entrer dans les savoirs scolaires. Et de ce fait-là, j'ai pu commencer à apporter autre chose que ce qui était particulier à qui je suis, mais en allant chercher des documents, bah, par exemple à la médiathèque, qui soient en lien avec les savoirs scolaires que j'avais pu entendre à l'école, en fait. Donc voilà, donc on a commencé à mesurer de cette manière-là. Donc les histoires personnelles sont en fait un point de départ. C'est pas quelque chose sur lequel on voulait rester. C'était vraiment partir de ces histoires personnelles pour que l'enfant se sente reconnu et puisse entrer dans quelque chose qui soit plus objectif en fait. Bon, voilà, c'était notre travail. Euh, euh,
on peut dire que ce dispositif globalement a fonctionné, c'est-à-dire qu'on a vu vraiment des enfants entrer dans les savoirs scolaires alors qu'ils n'étaient pas du tout engagés au départ. Ils gardaient leurs difficultés, mais en tout cas, ils s'y engageaient. Et ce qui était très, très important aussi pour les enfants, c'est que ce dispositif laissait une trace visible, mais pas visible seulement pour les élèves de la classe, visible Mm. pour les élèves de l'école, c'est-à-dire qu'il y a un affichage collectif qu'on a appelé espace de médiation culturelle. Et cet affichage est dans le couloir. Et donc, tous ces liens que les enfants pouvaient faire entre leur vécu, si on parle de cet enfant dont le grand-père était tirailleur sénégalais, mais pas sénégalais, par exemple, donc le vécu, et puis ce qui avait été appris à l'école, ce qui avait été vu au cinéma puisqu'ils sont allés voir les tirailleurs, etc. Et donc toute cette trace visible est proposée à l'ensemble de l'école. Et c'était très important pour les enfants et ils s'y référaient très très régulièrement. En fait, on s'aperçoit bien devant vos trois premières interventions et dans le titre du dossier que deux éléments fondamentaux sont en jeu. D'abord le sujet, en tant que personne ayant son histoire inscrite dans une histoire, etc., mais aussi un sujet faisant société qui est un parmi les autres et qui fait culture, qui fait sens avec les autres. Marco Briganti a écrit un article qui m'a beaucoup interpellé par une vraie radicalité, je trouve, et aussi parce que je m'y suis beaucoup reconnu. Bonsoir Marco Briganti. Je fais attention à la prononciation. Je dirai pourquoi après. Merci de me recevoir. Ah, un problème de son, Marco. Marco s'est déconnecté. Il est en fait connecté de loin Moi, et j'ai commencé ma carrière comme animateur CASNAF pendant 10 ans, avant de retourner en classe et d'être désormais un professeur et coordinateur d'une UPE2A, toujours dans la banlieue sud de Paris, en fait dans le même établissement dans lequel j'étais professeur d'histoire-géographie. Et donc, je suis un jeune enseignant du PE2A. voilà. Voilà. On a eu un petit problème de son, mais on aura compris à la fin. Et tu écris un très bel article. Je ne connais pas les conflits de culture. Est-ce que l'on peut bannir les catégorisations culturelles dans nos classes? Et j'ai bien fait attention à prononcer ton nom. C'est en fait une discussion que nous avons eue ensemble, euh, parce que ça fait partie de la culture de l'autre, son nom, et donc la façon de le prononcer. Voilà, donc est-ce qu'on peut bannir les, les catégorisations culturelles? Pardon. Je crois que c'est même la condition pour qu'il n'y ait pas de conflit. Et tu le disais, l'importance de nommer correctement ou de nommer en tous les cas. Et il se joue énormément de choses dans la manière dont on va nommer les choses. Et chez nous, la catégorisation ou réduire la personne à ce qu'elle est supposée être, euh, la réduire à un concept, que ce soit l'Orient, que ce soit l'arabe, c'est déjà hiérarchisé, naturalisé, essentialisé et réduire l'autre à ce qu'il n'est pas forcément, puisque de toute façon, cette construction, c'est nous qui l'avons faite. Elle va dépendre de nos fantasmes, de nos désirs, de nos intérêts. Donc oui, il faut la bannir parce qu'elle réduit la complexité de l'autre. Et moi, j'ai entendu chez Corinne, mais aussi chez Florence, que l'intérêt, il n'est pas tellement dans qui serait l'autre. Moi, j'utilise d'ailleurs jamais ce mot-là parce que c'est déjà le mettre en dehors. Mais il est dans le chemin. L'intérêt de la culture, elle est dans le chemin qu'on va faire. On voit bien ces élèves à qui on s'est intéressé, euh, on les a pris en considération, on les a reconnus comme sujets. C'est plus des objets, c'est des sujets. Et je pense que la réponse pour passer d'objet à sujet, elle est bien dans la pédagogie, et on l'a entendu aussi chez Corinne. Et on rend visible ensuite le travail des élèves à tout le monde. Donc, on est sur de la pédagogie de la tâche, une pédagogie qui est médiatisée et une pédagogie qui agit sur le monde. Si on permet aux élèves d'agir sur leur monde, on leur permet de sortir de l'identité à laquelle on les assigne très souvent, et très souvent pour les dominer quand même, parce que c'est aussi ça qui est en jeu. Et ils sentent bien, eux, que
d'être assigné à une identité réelle ou supposée, c'est une forme de violence. Tu as fait très attention à prononcer mon nom et je t'en remercie, mais moi, j'y attache pas tant d'importance que ça parce que d'une certaine manière, je refuse d'avoir été pendant longtemps, si vous avez fait attention à mon nom du coup et tu as prêté attention à mon nom, je refuse d'être assigné à enfin, ce caractère italien qui ferait que certaines personnes pensent avoir pris sur moi, pourraient même me connaître, anticiper mes mouvements. Alors, vous avez vu par exemple que là, j'utilise déjà beaucoup mes mains. Et donc, on va penser que c'est parce que je suis italien. Mais moi, j'ai aussi une mère allemande, j'ai une grand-mère norvégienne. Et puis, personne ne connaît réellement mon rapport à l'Italie, en fait. Laquelle l'Italie? Enfin, ils seraient bien en peine sans doute de la définir eux-mêmes. Donc, oui, moi, je pense qu'il faut bannir ces catégories-là le plus possible. Moi, je ne les utilise pas, jamais dans mes descriptions, jamais avec les enseignants. Je pose d'ailleurs très, très peu de questions aux élèves. Mes collègues sont toujours étonnés que je ne sache pas exactement de quel pays viennent les élèves. Mais si ça n'a pas, enfin, il faut qu'on fasse très attention dans le recueil aussi d'informations qu'on prend. Il faut limiter ces informations. On a besoin de très peu d'informations sur les élèves. Bienvenue, ça suffit pour les scolariser. Ce qui va être intéressant, c'est le chemin qu'on leur propose, le chemin qu'on va faire ensemble. L'identité, elle va se créer là, dans le chemin. Moi, ce matin, j'ai fait du vélo avec mes élèves, parce que je crois aussi que la classe doit être en dehors de la classe, et qu'on s'est promené en ville, et qu'il se trouve qu'à Évry-Ville-Nouvelle, puisque c'est là où j'enseigne, c'est une ville nouvelle, il y a 3 lieux. C'est à la fois, on a commencé à réfléchir à ce qu'était qu'une ville, et donc c'est un lieu politique, et on passe devant la préfecture, devant le conseil départemental, mais on passe aussi devant les lieux religieux, le temple bouddhiste, la cathédrale. On s'arrête, et Asina, qui est une élève qui est de 2008, qui devrait être au lycée, qui est restée 8 mois sans être scolarisée, qui finalement accepte d'être scolarisée au collège parce qu'il n'y a pas de place autrement ailleurs, qui le vit évidemment pas très bien, qui le vit comme une humiliation, et c'est une humiliation. Il y a 3 semaines, quand on a démarré le vélo, elle était absolument ravie parce qu'elle rêvait d'apprendre à faire du vélo. Et la voilà à faire du vélo dans la ville d'Evry, et c'est déjà une chose, ce chemin qu'on partage et cette idée-là. Et puis, elle vient d'Afghanistan et elle n'est pas obligée de rentrer dans la cathédrale. On lui propose de le faire. Et elle qui avait intégré le fait qu'elle devait rendre invisible sa religion en France, parce que ça risquait d'être dangereux, et qui refusait d'en parler autour de travaux qu'on aurait pu avoir, là, elle décide de rentrer. Et, euh, et on a des conversations importantes, parce que moi, je lui dis que je ne suis pas croyant, mais que je respecte toutes les croyances. Elle me dit la même chose, et à partir du moment où on est d'accord sur le respect, on peut avoir une discussion, et une discussion profonde. J'apprends des choses sur la manière dont elle a de rentrer dans le culte, qui n'est pas forcément la manière majoritaire. Et je crois qu'on s'est créé là quelque chose d'important. Et elle est rentrée, et elle voulait absolument rentrer avec moi et pas avec quelqu'un d'autre. Donc je l'ai accompagnée. J'ai laissé les vélos dehors au risque de se les faire voler, mais c'était quand même moins important que de l'accompagner. Puis je suis sorti, je l'ai laissée et elle est ressortie et on a continué à discuter. Voilà, il n'y avait pas besoin d'assigner quoi que ce soit sur qui que ce soit. Elle a fait un Oui, chemin et c'est le sien et c'est aussi le mien dorénavant. oui. Et moi, je retrouve dans tes propos euh, d'abord une éthique de la relation qui est aussi présente que, pas chez Florence, chez Catherine, chez Corinne. Je les connais des cahiers pédagogiques, mais il y a une éthique de la relation et un accueil inconditionnel qui est absolument formidable, je trouve, et qui fait qu'effectivement, si on se sent accueilli, on peut être nommé. Parce que, puisque j'ai rebondi sur Barbara Cassin, elle rappelle que Ulysse ne se sent chez lui quand il retourne en Ithaque qu'à partir du moment où il est nommé, reconnu par son chien, puis ensuite nommé par les servantes, et que quand il est chez le Cyclope, il est personne, dit-il. Enfin voilà, bon, on va plutôt faire de la promotion pour ce très beau numéro des cahiers pédagogiques. Catherine, Catherine Urti de Lattre, il faut quand même prendre la mesure. Oh non, pardon, on va d'abord aller chez Ben. Il ne faut pas que je t'oublie, Ben. Est-ce qu'il y a des réactions sur le chat? Oui, oui, quelques réactions, quelques belles réactions là sur voilà, des accords avec Marco, notamment sur le fait que Frasi dit par exemple qu'il n'a jamais pensé à demander les origines de ses interlocuteurs et la majorité trouve cette posture surprenante.
c'est vrai, souvent, on a toujours tendance à dire d'où tu viens, d'où tu viens, où viens-tu? Moi, quand on me le demande, je dis au canton de l'Hérault et je sens que les gens sont déçus. Oui, Et C'est oui, ça. oui. Tu Et, déçois une forme d'exotisme, Ben. Il y a une forme voilà, d'exotisme que c'est tu déçois, et ça. ça, c'est pas possible quand même. Invente quelque chose de mieux. Enfin, je oui, sais tu as un pas, un peu accent curieux quand d'imagination. même. C'est ça. Et une autre question là de Mohamed, aussi, alors voilà, qui ouvre aussi des champs, c'est-à-dire par rapport à que peut faire l'école par rapport à ces identités qui sont figées, alors lui, il utilise la notion d'identité solide par rapport à des identités liquides. Que peut faire l'école justement pour sortir de ça? Est-ce que, si j'espère prolonger sa pensée, est-ce qu'on est sorti de l'interculturel des années 80, de toutes ces qui étaient de bonne foi, hein, à l'époque, hein, qui partaient d'un bon sentiment, mais voilà, est-ce qu'on est sorti de ça et si on n'en est pas sorti, qu'est-ce qu'il faut faire? Catherine, peut-être pour répondre à cela aussi éviter la folklorisation des cultures. Catherine Hurtig de Lattre, qu'est-ce que tu en penses? Oui, alors je crois que effectivement, il y a de nombreuses pratiques pédagogiques qui sont mises en valeur dans ce dossier. On voit ici avec les deux interlocuteurs qu'on a, les deux auteurs qui sont présents ici, deux manières différentes d'approcher la prise en compte des élèves comme sujet et avec leur histoire. Voilà, je crois qu'on a vu deux variations. Finalement, je ne crois pas que ce soit la question de demander ou pas d'où vient l'élève. En tout cas, chacun fait un choix différent par rapport à ça, mais c'est plutôt la question de laisser la place pour l'élève à son parcours, ses hybridations, ses métissages, la manière dont lui, il conjugue avec ses propres origines. Et bon, il me semble que c'est ça qui est important. Et quand on parle effectivement de folklorisation des cultures, c'est effectivement un danger, ou en tout cas une essentialisation, une assignation d'une personne à le réduire à une partie uniquement de ce qu'il est. Mais en même temps, je pense que ce qui est important, c'est qu'un dispositif soit pensé et que finalement, tout dispositif pédagogique, s'il est pensé, peut produire un effet. Et puis, le même dispositif peut produire peut-être un effet contraire s'il est pensé dans un autre contexte ou d'une autre manière. En tout cas, moi, c'est la manière dont je vois les choses. Je pense qu'on ne peut pas ni bannir ni promouvoir un dispositif ou un autre et sûrement pas répondre à la question qu'est-ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est réfléchir. En tout cas, c'est mon avis. Et réfléchir ensemble et écouter celui qu'on a en face de nous, celui, celle et ceux, le groupe également. Voilà. Et je me référais encore à nos deux autrices là, qui nous ont servi un petit peu, je le disais, de cap, Virginie Trémignon et puis Véronique Lemoine-Bresson. On leur demandait justement dans l'interview, finalement, vous, qu'est-ce qu'il, à votre avis, puisque vous nous mettez en garde contre un certain nombre de risques, qu'est-ce qu'il faudrait faire à votre avis? Alors, elles donnent une sorte d'un petit peu de mode d'emploi et qui me semble assez intéressant. Elles disent que lorsqu'on met en place des actions visant à valoriser les cultures, l'idée, c'est de les mettre dans un objectif de lutte contre le racisme et les discriminations. Donc ça, c'est déjà se mettre dans une certaine posture politique en se disant que voilà, l'école doit aussi être vecteur de cette lutte et que donc aucune action en faveur de certaines cultures peut se risquer à discriminer, mais au contraire lutter contre la discrimination. Et elle nous propose pour ça déjà de bien connaître les politiques éducatives, de bien connaître les textes qui réglementent la question de l'interculturalité ou de la culturalité, de se dire qu'on doit bien expliciter nos objectifs, les objectifs des actions, et puis insérer ces actions dans le projet d'établissement et non pas les mettre en cerise sur le gâteau, un truc qu'on fait en plus parce qu'un certain jour, on prend en compte les cultures des élèves qui sont là, mais plutôt de se donner un fil pour faire un lien entre ces cultures-là et puis les programmes scolaires, comme l'ont très bien montré tout à l'heure Corinne, autant que Marco, de deux façons différentes. Hmm. Voilà, donc je pense que l'idée d'écouter les personnes qu'on a en face de nous et de faire la place à ce qu'ils ont à nous dire, en finalement, et puis aussi se laisser surprendre. On a face à nous des élèves qui ont des choses à apporter, et donc ce ne sont pas nous en tant que sachants qui allons savons ce qu'on va pouvoir faire de ce qu'ils ont à nous dire, mais c'est eux qui vont nous dire des choses, et puis nous allons les aider à hybrider ça avec ce que l'école peut leur apporter. Voilà, je pense que c'est avec ce type de posture qu'on peut effectivement éviter cette folklorisation.
Oui, Alors, on le voit très bien hein, dans d'autres articles du dossier. Un article, par exemple, autour des cartes de géographie, où on propose aux élèves de dessiner leur territoire, aussi bien le territoire où ils vivent que le territoire d'où ils viennent ou ceux par où ils sont passés, comment ils les voient. L'article également de Christine Perrigo, Raconte-moi mon école, où les élèves sont invités à raconter leur parcours scolaire et finalement pour voilà, les comparer à l'école qu'ils peuvent vivre ici et mettre en valeur ce qu'ils ont appris lorsqu'ils ont été scolarisés dans d'autres pays. Il y a un article aussi autour de projets artistiques, de projets de slam, où les élèves, effectivement, vont dans de la création poétique. Voilà, donc tous ces articles, il me semble, montrent bien des processus de créativité authentiques qui sont proposés aux élèves et qui sont bien loin de projets folklorisants. oui. Marco, tu veux rebondir peut-être là-dessus? Deux choses. Rappeler que, effectivement, le problème de la culture elle se pose quand on a effectivement présupposé qu'elle est fixe, figée, et qu'à ce moment-là, l'autre viendrait la déranger. Mais si on abandonne cette posture-là, et je vois pas comment on ne peut ne pas l'abandonner si on réfléchit à sa propre histoire, évidemment que je ne suis pas le même que celui que j'étais il y a 20 ans, et fort heureusement, parce que ce serait quand même un peu triste. Euh, à ce moment-là, encore une fois, on permet aux élèves et on ouvre la possibilité aux élèves d'aller choisir. Alors effectivement, ça veut dire que soi-même, on accepte de rentrer dans de la complexité, qu'on accepte de se livrer, que moi, quand les élèves me demandent pas plus tard qu'il y a 15 jours quelle est mon origine, je leur demande pourquoi ils me posent la question, dans quelle intention, à quoi ça sert, à quoi ça me réduirait, et que du coup, ils acceptent eux-mêmes de ne pas être réduits aussi à cette question si simple qui renvoie, soi-disant, une identité en général nationale, qui les enferme, et ils sentent bien qu'il y a une forme de violence dans cet enfermement. Puis la deuxième chose, pour rebondir sur ce que dit Catherine, c'est qu'effectivement, il n'y a pas une seule forme, il y en a plein de formes différentes. Évidemment qu'il n'y a pas qu'une seule réponse, et fort heureusement, la condition, c'est de penser les choses, d'être en accord avec ce qu'on pense. Et puis, je crois quand même que ce que j'ai entendu à chaque fois, c'est qu'il y a la volonté de proposer quelque chose qui permette aux élèves d'agir sur le monde, les mettre dans une posture où tout d'un coup, ce qu'ils font a un impact. Nous, par exemple, l'année dernière, au cours d'une promenade en forêt, Youssef s'approche et me dit mais monsieur, pourquoi il y a la guerre? Question un peu lourde, hein, on est déjà au 9e kilomètre d'une marche qui va en compter 18, si vous voulez. Donc, bon, voilà. J'écoute, j'ai fait de l'histoire pour ça, je ne sais pas. Il revient au kilomètre 12 pour me dire bah, écoutez, moi, je voudrais aller dans le passé, comme ça, je comprendrai pourquoi il y a la guerre. Je pourrais revenir dans le présent l'expliquer et il n'y aura plus la guerre dans le futur. Mais je dis mais c'est parfait. Ce sera le thème de notre prochaine séquence. Nous allons devenir des détectives du passé pour comprendre le présent et changer le futur. Et donc, ils ont choisi des thèmes et par exemple la guerre. On réalisé des enquêtes, et quand je parle d'enquêtes, ils sont devenus à la fois des historiens, on choisit sur une période pour voir comment était la guerre. Ils sont devenus des sociologues en réalisant des questionnaires quantitatifs, et on a posé presque 200 on a eu 200 réponses, donc en allant dans les classes et en prenant 5 minutes, en demandant aux élèves, et aucun des professeurs a refusé, en le faisant en français, en anglais, en espagnol. Et sur 200 demandes, on s'est rendu compte que 146 élèves avaient été directement ou indirectement touchés par la guerre, que 164 ont peur de la guerre et que pensent que la France peut rentrer en guerre. Et que bah, du coup, ça donne une analyse assez fine et que du coup, on s'est permis d'écrire en accord avec ce qui est demandé sur le site de la présidence de la République, au président de la République, pour lui donner quelques idées pour que les choses changent. Et on a reçu une réponse. Alors forcément, ça devient intéressant et que on peut continuer ce travail-là en le faisant aussi dans plusieurs langues du moment qu'on l'affiche. Moi, j'aime bien cette idée que Corinne disait, que le travail médiatisé, que les autres élèves voient ce que produisent les élèves en français, mais éventuellement dans d'autres langues. Hmm. Une Et citation il y a plein d'autres élèves qui, du coup, viennent voir, hein, Oui, oui. parce qu'on a plein d'élèves qui lisent plein de langues. Une citation de Barbara Cassin, toujours la nostalgie. On le sait depuis Ulysse, toute Odyssée est une mise en récit de l'assignation d'identité. Voilà, je pense que c'est aussi une synthèse de ce que tu disais. Corinne, je suis désolé, j'essaie de tousser le plus loin possible de mon micro. Euh, comment est-ce qu'on peut prendre en compte les langues des élèves qui arrivent avec d'autres langues? Comment peut-on lier enfin, comment peut-on prendre ces langues et les mettre au service d'un apprentissage?
Corinne. Oui. Donc, alors, en fait, j'ai juste envie de revenir quand même 2 petites minutes sur ce que vous venez de dire. Et par rapport à ce que Marco Pas 2 minutes, 1 minute. par rapport à ce que Marco expliquait, c'est on peut aussi prendre en compte les histoires personnelles des enfants sans en parler. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui nous a réunis, Christelle et moi, tout au départ, c'est que Christelle avait demandé à ses petits élèves de CP, puisqu'à l'époque, elle avait des CP, juste, alors, comme devoir à la maison ce soir, vous aurez de compter les étoiles. Et en fait, évidemment, elle ne donnait jamais de devoir à ses CP, hein, ça tombe sous le sens. Et en fait, le lendemain, les enfants sont rentrés, mais hyper enthousiastes. Et tous les enfants, que les parents parlent notre langue ou pas, que les parents écrivent ou pas, tous les enfants avaient compté avec papa, maman, les frères, les sœurs, les étoiles qu'ils avaient vues dans le ciel. Alors, bien sûr, le but étant après de parler de mathématiques et de nombres, mais rien que ça, c'était quand même une façon de prendre en compte les histoires personnelles des enfants sans en parler. Chaque parent avait pu interagir avec son enfant pour quelque chose qui allait revenir à l'école. Et en fait, ça a été notre point de départ parce qu'on s'est retrouvés dans cette idée de prendre en compte tous les parents de l'école, en fait, et de cette idée que chaque parent s'investit à l'école, quoi qu'on en pense, qu'ils viennent à l'école ou pas, les parents s'investissent dans l'école, qu'ils soient pauvres ou qu'ils soient riches. Et voilà, donc c'était une anecdote, mais je trouvais que ça rebondissait bien sur ce que Marco avait expliqué. Moi, pardon, et puis après tu reprendras la parole, mais ce qui me fascine toujours dans ces webinaires, c'est combien les invités décrivent une école de la joie, quoi, et de l'apprentissage et de la joie, et c'est réjouissant. Merci Corinne. Donc les langues. Donc les langues, eh ben, pour reprendre encore des mots de Marco, c'est que en fait le principe général, c'est de dire ta langue est la bienvenue à l'école. Et ça n'a pas toujours été une évidence. Et donc, moi, je peux parler de quelques petites choses que j'ai mises en place à l'école avec mes élèves quand j'avais des classes. Et donc, que je n'ai pas inventé, évidemment, que j'ai reprise par rapport à un travail que j'avais fait aussi avec Jean-Luc Vidalinck, hein, puisque je suis aussi dans la région lyonnaise, et aussi par rapport à ce qu'on peut lire sur un site quand même qui est très très important, qui s'appelle Dulala, et sur lequel on peut trouver plein de pistes. Donc à la maternelle, donner une place à la langue des enfants, c'est enfin, pour moi, ça a été dans un premier temps de donner les albums qui allaient être lus en classe, de les donner aux maîtresses, pardon, aux mamans, lapsus révélateur ou pas, aux mamans, pour qu'elles puissent raconter les histoires dans leur langue à leur enfant avant que l'album soit lu à l'école, de manière à ce que l'enfant soit déjà imprégné de l'histoire. Et ben oui, je peux dire que ça fonctionne, c'est-à-dire qu'après l'enfant se sent concerné par l'histoire qui est lue par la maîtresse, parce qu'il en a eu déjà une écoute à la maison dans sa langue. Et ensuite, j'avais proposé aux parents qui le souhaitaient, hein, c'est toujours pareil, c'est toujours avec l'idée de proposer et de ne jamais imposer, de les enregistrer et ainsi d'avoir une banque de, comment je veux dire ça, l'histoire racontée dans différentes langues et que cet enregistrement tourne dans la classe, soit écouté par les enfants, quelle que soit la langue qu'ils parlent, ils pouvaient entendre cet album dans différentes langues. Donc ça, c'est une première approche que moi j'avais eue en maternelle, hein, mais que je n'ai pas inventée. Euh, Ensuite, ce que j'ai pu faire en élémentaire, c'était plus, et là c'était en rapport avec le travail de Jean-Luc Vidalinck, c'était plus d'aider les enfants les plus grands, donc en CM, à entrer dans la grammaire française à partir de la grammaire de la langue parlée à la maison. Faire des comparaisons entre ce que, par exemple, le pluriel, comment est-ce qu'il est construit dans leur langue maternelle et comment nous, on le construit en français
de manière à ce que les enfants puissent faire des comparaisons et comprendre, quand on parlait de pluriel, de quoi on parlait, parce que la langue française a quand même des particularités, notamment le fait de ne pas entendre les pluriels et de ne les voir qu'à l'écrit. C'était pour aider les enfants à entrer dans la culture écrite française, de s'appuyer sur leur propre langue. L'idée étant de s'appuyer sur les langues des enfants pour pouvoir, toujours pareil, continuer à apprendre la langue française à l'école. Donc, de faire les liens entre leur savoir, leurs connaissances et les connaissances développées à l'école. Voilà ce Euh, que je peux dire, moi, autour de ce sujet. Merci Corinne. Ben, des réactions encore? Un commentaire de Mohamed aussi, voilà, qui prolonge cette idée et cette piste, c'est la piste des biographies langagières, hein. Il parle de biographies langagières, voilà, en parlant des expériences langagières des élèves, en les rencontrant en classe, ils vont parler aussi des rapports entre les langues acquises et puis leurs langues apprises et puis les langues dites maternelles et puis leur sculpture. Oui. Barbara Ça me Cassin. permet biographies langagières qui sont aussi très intéressantes à utiliser en formation, en invitant toutes les personnes, qu'elles viennent d'un autre pays ou pas, à faire leur propre biographie langagière. Je te laisse Euh, continuer, Ben. oui, Barbara Cassin, encore une fois, c'est la langue maternelle et non pas la terre de ses pères qui constitue sa patrie. Donc je dépose ces petites citations. C'est un livre qui m'a vraiment marqué et que j'ai lu il y a quelques années, mais que ce dossier m'y a renvoyé. Et Sarah nous invite dans le chat à chanter dans plusieurs langues. Ah oui, ça c'est un vrai problème pour les professeurs de musique. Et moi, le premier, où j'avais une grande difficulté personnelle à chanter, à part l'anglais, mais c'était très compliqué. Et Voilà. il y a un vrai souci de formation et d'oser aller vers la langue de l'autre, enfin de l'autre. Surtout quand on n'a pas l'autre en face de soi, souvent d'ailleurs en cours de musique, puisque ça peut être, j'ai fait chanter en bulgare, je ne sais plus dans quoi j'ai fait chanter, mais et ça, c'est pas simple hein, à faire dans le second degré. J'ai cru, Catherine, tu voulais réagir, Oui, non? je voulais rebondir sur chanter dans plusieurs langues pour mettre l'accent sur un article qui est en ligne et qui est un article qui parle d'une expérience faite avec le CMTRA. Donc, CMTRA, c'est le Centre des musiques traditionnelles Rhône-Alpes. Et c'est une association qui fait un travail formidable de collectage des pratiques musicales, un peu avec la méthode qui a été faite dans les années 80 autour de la musique traditionnelle française, du Massif central de Bretagne ou autre. Et en fait, cette association va dans les quartiers populaires et collecte les pratiques musicales qui sont faites dans les familles de différents pays. Et du coup, voilà, cet article, Une chorale intergalactique, merci Ben, montre comment donc cette association est allée collecter des chants, puis les a appris aux enfants des écoles. Et donc, ça a fait des liens entre les langues parlées dans les familles et puis les langues parlées dans le quartier et ces chansons qui avaient été collectées. C'est un article vraiment très intéressant et le fait qu'il soit en ligne permet de le mettre en lien avec des archives musicales. Alors, beaucoup plus ancien, Joseph Canteloube, des anthologies de chants populaires français dans toutes les langues de France, comme quoi aussi les cultures C'est ça. voilà. Non, mais et ça, c'est un ouvrage, je ne sais pas, mais c'est une très belle tradition. Écoutez la musique de Béla Bartók et vous aurez. Béla Bartók a passé des années à collecter sur des rouleaux que l'on a toujours, des rouleaux de cire. Donc, on est dans les années. Je me demande si on n'est pas juste avant la Première Guerre mondiale, les chants populaires des campagnes, et c'est absolument incroyable ce travail, et qui se retrouve dans sa très très belle musique. Florence, Oui, on- je on- voulais. Pardon. oui, je t'en prie, et puis après je voudrais te poser une question Avant même que ayant tu me trait aux poses la langues. question, c'est ça? Vas-y, vas-y, je suis sûr que tu as la réponse. Non, 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 c'était pour faire un petit point, enfin, ou rappeler que dans le dossier, il y a d'autres, comment dire, il y a de nombreux types de rencontres de culture et pas seulement les registres, même s'ils sont déjà très vastes, sur lesquels nous avons été là depuis le début du webinaire. Par exemple, il y a un article qui s'appelle Croiser les savoirs, une nécessité, qui est un article sur des rencontres nécessaires entre les parents qui connaissent à la fois la précarité et l'exclusion, et puis les enseignants. Alors, des rencontres qui sont bâties sur tout un scénario loin d'être naïf et au contraire très, très construit pour garantir une véritable écoute et un dialogue.
et savoir écouter comment les parents reçoivent des institutions comme des rencontres autour des notes, par exemple, ou autre chose. Donc ça, c'est tout un autre type de rencontre auquel on ne penserait peut-être pas spontanément, mais qui est aussi nécessaire. Et alors, je pensais aussi aux rencontres entre élèves, finalement, parce que là, on a parlé beaucoup de rencontres entre adultes et élèves, mais, qui est évidemment très nécessaire, mais justement un article qui est aussi un article de musique, un article repris dans un ancien numéro des Cahiers qui s'appelle T'es pas de ma bande de Christine Valin, qui est prof de musique. Remarquable article, absolument génial. Et J'ai cet adoré. qui invite les élèves à venir présenter à la classe leur musique préférée ou une chanson. Et elle dit bien à la fin que c'est pas facile parce que certains élèves sont, comme de juste, très très accros d'un type de musique et ont du mal à entendre ce que les autres leur présentent. Donc la rencontre, c'est aussi des moments aménagés entre élèves et c'est pas facile du tout. Donc il y a des types de rencontres très très variés dans ce numéro. Et puis, je voudrais aussi signaler, peut-être en pensant que, je ne sais pas comment dire, on nous trouverait peut-être un peu angélique par moment, le fait que Clotilde Jouzeau, par exemple, dans le numéro, c'est l'un des rares articles qui évoque, alors, justement pas un conflit de culture, mais finalement plus un conflit de valeurs. Et c'est ça aussi qu'on a mis en évidence, c'est-à-dire que elle raconte un dialogue avec un père d'élèves auquel elle s'opposait, si on peut dire, sur une question de châtiment corporel, mais elle montre aussi comment elle a dialogué avec ce père d'élèves, et donc elle n'en a pas fait un conflit de culture, mais elle a posé les règles de l'école et le fonctionnement de l'école par rapport à ce que le parent d'élève voulait, et elle a maintenu un dialogue sur ce point. Et donc c'est vraiment, voilà, ça s'appelle Une voix étroite de Clotilde Jouzeau, et c'est vraiment très intéressant parce que ça permet de ne pas être justement dans cet angélisme ou dans tout se vaut, au contraire, mais elle place quelque chose qui n'est d'ailleurs pas un conflit, mais une explication dans la zone très précise des valeurs et pas des cultures qui n'arriveraient pas à se rencontrer. Et ça nous semble Si vraiment je, très important. Si je peux rebondir sur l'article de Christine, moi j'ai longtemps mis en place ce que j'appelais des 3 minutes musicaux. Les élèves entrant en classe faisaient entendre et proposaient une analyse musicale de l'œuvre de leur choix avec des règles, en fait des règles qui permettaient de rendre la classe un lieu hors menace. Une interdiction de critiquer et de donner un avis sur le morceau, à savoir je disais aux élèves, si tu dis je n'aime pas ce morceau, tu dis à l'élève qui l'a présenté, je n'aime pas une part de toi-même. Et donc c'est très violent. Et était sous-entendu chez moi le fait que la musique que je leur amenais ne devait pas être celle du prof, mais devait être un des cas possibles. Euh, et au-delà du mien, il y avait aussi les possibilités de ce que eux écoutaient. Et évidemment, je me retenais, enfin, je me retenais pas, non, non, je n'avais moi-même aucun autre jugement que la règle est de présenter musicalement le morceau. Et qu'est-ce que tu peux donc dire sur l'instrumentarium, la forme de la musique, le lien entre la forme et les paroles, enfin voilà, etc., etc. Mais je voulais t'entendre sur Florence, comment est-ce que l'enseignant peut mettre en place les conditions pour que chacun puisse aller vers la culture de l'autre? Florence. Ben, il me semblait qu'on en avait déjà beaucoup parlé, ou en tout cas Oui, que c'est vrai, oui, oui. mais effectivement, je crois qu'il s'agit de concevoir je ne sais pas comment dire, l'apport des savoirs comme justement comme une rencontre et pas comme une imposition. Mais ça, c'est effectivement très difficile parce que ça me ramène à la question que pose Marie F dans le chat. Là, en tant qu'enseignant, avons-nous une culture particulière? Euh, et euh, ben, si nous-mêmes, on est formaté d'une façon qui fait qu'on n'accepte pas certains types de pensée, par exemple, alors on ne va pas aider les élèves à aller vers la culture de l'autre parce que nous-mêmes, on montre qu'on n'arrive pas à y aller. Donc, je crois que l'ensemble de nos séquences pédagogiques, mais c'est ce qu'a expliqué Marco Briganti tout à l'heure, doivent être conçues comme des recherches, des rencontres, des questionnements, et non pas comme, mais c'est plus facile à dire qu'à faire,
et non pas comme l'idée que derrière tout ce que les élèves vont chercher, de toute façon, il va y avoir le résumé ou le savoir tout fait à donner à la fin. Donc mais c'est pas si facile que ça, effectivement, de construire des apports qui permettent la rencontre. Juste une anecdote, moi aussi. Un jour où j'étudiais avec les élèves Ulysse le passage sur les sirènes, j'ai dit, comme une jeune enseignante inexpérimentée, bien sûr que les sirènes n'existent pas. Et donc, une élève dans ma classe a dit, si, moi, au Zaïre, les cultures existent. Les sirènes existent. Les sirènes existent. Et j'ai été, je me souviens, vraiment désemparée face à cette affirmation qui heurtait toute Ta rationalité, ma raison. Oui. Et je m'en souviens de cette anecdote comme d'une occasion manquée de travailler quelque chose avec cet élève et avec les autres élèves qui aurait pu être de l'ordre de la rencontre. Donc, je cite quelque chose de négatif, malheureusement, mais c'est moi qui l'ai fait. Donc, Mais j'ai des élèves qui se sont battus, moi. Un élève qui était un rappeur, je crois, et un autre qui était un métal, voilà, mais qui, sur de la musique, se sont battus. Et ça s'est très mal fini, parce que ça s'est même fini en conseil des disciplines, avec un limbago pour moi, parce qu'il a fallu physiquement nous interposer, et un conseil de discipline pour un, voire les deux élèves, je ne me souviens plus. Et le départ, c'était la musique. Et enfin, c'était très surprenant. Marco, tu veux réagir, je crois. Moi, je voulais juste revenir sur les langues pour dire aussi qu'il y a et on n'y pense pas tout le temps, et moi je l'ai vécu, mais quand on fait travailler des élèves dans des langues différentes, on leur autorise, et nous on a eu un projet avec des lycéens et un sociologue de l'université du Minnesota qui s'intéressait à comme, comment on appartient, comment on se crée un sentiment d'appartenance à une culture. Donc il envoyait des questions en anglais depuis les États-Unis, et sur un compte privé Instagram, les élèves répondaient par des images, des photos et aussi du texte. Et on les a formés aussi à l'entretien semi-dirigé. Donc, c'était un peu compliqué parce qu'ils ne maîtrisaient pas forcément la langue. Et donc, des échanges se sont faits dans des langues différentes. On m'interviewait en espagnol et je répondais en français, etc. Et quand on travaille dans des langues comme ça différentes, il y a nécessairement une interlangue, un interlangue pardon, qui se forme. Et il y a forcément des glissements, des erreurs de traduction qui seraient sans doute des hérésies pour des traducteurs. Mais c'est dans ces espaces que se créent parfois des idées nouvelles. Et ça, c'est vraiment intéressant de leur montrer que c'est pas juste le plaisir qu'on prend à écouter une langue, et on peut avoir euh, ressentir des choses importantes en écoutant la langue de l'autre, et c'est intéressant de travailler aussi là-dessus. Mais parfois même, c'est des concepts qui se créent là, des idées qui leur viennent dans ces erreurs de traduction ou dans ces ajustements qu'ils font entre eux, et tout à coup émerge une idée qui n'aurait pas émergé s'ils n'avaient pas travaillé dans ces langues différentes. Et ça, à voir, c'est stupéfiant, quoi. Et du coup, moi, je m'autorise beaucoup plus. Et les enseignants qui viennent dans ma classe, et j'en ai beaucoup qui viennent dans ma classe, parce qu'on co-anime pas mal, et c'est le choix qu'on a fait au collège, ils s'autorisent désormais à utiliser plusieurs langues avec les élèves, y compris des langues dont ils ne sont pas familières. Et c'est rigolo à voir, quoi. Et parfois, il sort des choses de l'ordre du savoir, et pas juste de l'anecdote rigolote, mais parfois de l'ordre du savoir. Et il faut le redire parce que euh, un élève qui est plurilingue, il conceptualise plus facilement, et ça c'est la recherche qui le montre, qu'un élève qui est monolingue. Ouais. Parce qu'il sait qu'un mot peut se dire dans plein de langues différentes. Et Oui, donc, oui. il y a des choses là qui se jouent et qui sont très, très, très intéressantes à voir en classe. Alors, ça veut dire, j'entends bien qu'il faut parfois ne pas savoir exactement où on va et accepter de ne pas savoir où on va, ce qui n'est jamais très facile pour un enseignant à accepter. Mais c'est aussi ça le plaisir. Oui, c'est savoir accepter l'autrement que prévu, dirait Jacques Lévin. Toujours Barbara Cassin. Quand donc est-on chez soi, quand on est accueilli, soi-même, ses proches, et sa ou ses langues? Voilà. Ça résume bien, enfin ça résume, je ne sais pas si ça résume, mais c'est bien dans le sens de ce que l'on dit. Ben, tu veux intervenir? Oui, oui, en fait, alors d'abord, je voudrais remercier les participants là, pour toutes les pistes qu'ils donnent, notamment par rapport aux biographies langagières. Tout un tas de liens qui ont l'air passionnants. Euh, oui, par rapport à cette, comment dire, ces différences de valeurs qu'on peut avoir voilà, de ce qui est fixé comme étant des cultures de chacun, etc. Comment
cette hiérarchisation qui se fait naturellement parfois dans la société entre telle ou telle origine, telle ou telle culture, telle ou telle histoire, qu'est-ce qu'on en fait de cette... c'est presque une injustice, quoi, entre voilà, certaines arrivées, certains parcours. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Quelqu'un pour répondre? Enfin, pour répondre, pour ajouter? Personne. Catherine? Allez, au hasard. Non, le temps passe et je voudrais vous proposer un dessin qui fait partie du dossier et vous demander de réagir dessus. Alors, une réaction extrêmement rapide. Chacun pardon, réagira à son tour. Je suis désolé. Voilà. Voilà le dessin qui est de Lecroart. Les dessins de Lecroart sont toujours excellents. Alors allons dans l'ordre de mon écran. Corinne, qu'est-ce que ce dessin t'évoque? Euh, bon, alors si c'est moi qui dois commencer. Après, Euh, c'est Florence. Voilà. Corinne. d'accord. Euh, je ne sais pas trop quoi dire sur ce dessin parce que en fait, vous pouvez jouer ensemble, il faut juste vous accorder. En fait, je ne sais pas trop quoi penser du mot accorder. Il peut prendre plusieurs sens et bon, alors en musique, c'est peut-être mieux si on s'accorde, mais est-ce que dans le reste du temps, est-ce qu'il faut s'accorder? Ben non, je ne crois pas, quoi. Donc voilà, voilà ce que ça m'inspire. Peut-être en musique, mais dans le cadre du cahier, je ne sais pas. Florence. Ben, c'est peut-être le mot juste qui est difficile quand même. Il faut juste vous accorder, ben oui. C'est peut-être ça qui va être difficile. Et puis, ben, il faut juste vous accorder ou d'abord vous écouter. Marco? Marco? Non, excuse-moi, je pense qu'il y a une coupure de courant. Mais ça pose plein de questions. On joue quoi? On joue à quoi? On s'accorde sur quoi? Est-ce qu'il faut toujours s'accorder? Bah, je sais pas. Peut-être que des fois, en ne s'accordant pas, il sort aussi des choses étonnantes. Est-ce qu'on peut improviser? Euh, il y a dans l'idée de s'accorder quelque chose de l'ordre de la règle très stricte. Est-ce qu'on peut parfois la contourner? Est-ce qu'en musique, on n'a pas de grands musiciens qui l'ont contournée? C'est quand même pas simple. Ça dépend quel est l'objectif aussi. Euh, à quoi on veut arriver, nous, à la fin. Alors, évidemment qu'il y a l'idée, et elle est nécessaire et c'est quand même le minimum, c'est on s'écoute et qu'on se respecte nécessairement. C'est-à-dire que ce que vont proposer les uns et les autres est d'emblée et nécessairement intéressant. Alors ça, c'est pas forcément une position qui est simple à obtenir chez les élèves. Hmm. C'est un combat. Hmm. Et c'est normal que ce soit rappelé parce que ça fait partie du métier. Les élèves, ils ne sont pas contre nous. Ils viennent vérifier si nos jolis principes tiennent la route et qu'on est capable de les tenir tout le temps. Donc, c'est quelque chose qui est à répéter tout le temps, y compris dans une classe du PE2A où les élèves ne sont pas naturellement bons, ni gentils les uns avec les autres spécialement, et où les problèmes de hiérarchisation qu'il peut y avoir entre les langues qu'on a déjà évoquées ou entre les cultures existent. Et bien évidemment, il y a des enjeux. On n'a pas parlé des enjeux de sociabilisation interjuvénile qui peuvent être parfois extrêmement Oui, violentes Mhm. oui, oui, à oui. l'école et qui mettent parfois les élèves en indisponibilité aussi Hmm. d'apprendre. Catherine? Pardon, juste au moment où tu... Pardon. Non, je t'en prie. Catherine. Oui, alors moi je trouve que ce dessin enfin, donne beaucoup à penser finalement sur beaucoup de choses. D'une part, je pense qu'avant de jouer ensemble, il est nécessaire de d'abord effectivement s'écouter. Peut-être que chacun peut d'abord s'exprimer individuellement pour qu'on puisse entendre ce qu'il a à dire avant qu'on puisse penser à s'accorder ou à jouer ensemble. Et puis, il pose la question finalement aussi de la part du maître, cette enseignante qui donne une autorisation à jouer ensemble, mais qui en même temps donne une recommandation, une préconisation, il faut s'accorder. Bon, que va-t-elle faire? Quel cadre elle va mettre? En quoi est-ce qu'elle va aider? En quoi est-ce qu'elle va organiser ce travail ensemble?
Et puis, si on prend un peu de recul, je trouve ce dessin quand même assez essentialisant. Finalement, chacun de ses élèves a une origine géographique marquée par son faciès, sa couleur de peau. On lui donne un instrument qui va avec un certain continent. Est-ce que c'est vraiment ça qui se passe dans la réalité par rapport à ce que les références musicales qu'ont les élèves? Ce n'est pas sûr. Voilà. Ben, Oui, merci, merci. Et merci aussi à Marco parce que ça répond aussi à ma question de tout à l'heure qui vous a laissé un peu quoi. C'est, en fait, voilà, moi, dans ce dessin-là, je me dis, alors oui, ça part effectivement d'un bon sentiment et d'une bonne idée de l'enseignante de ce fameux juste. Ben oui, il faut juste vous accorder, mais il y a des conditions pour que l'harmonie se produise. C'est qu'il faudrait, voilà, que les instruments soient également, comment dire, vus et considérés de même importance entre le premier violon et le triangle. Voilà, est-ce que chacun est-ce qu'on donne à chacun la valeur qu'il mérite, même si je n'aime pas trop ce mot de mérite. merci Ben. Alors moi, en fait, c'est cet instrument africain et ce mot justesse et accordé qui m'a rappelé une anecdote extraordinaire qui était racontée par Gilles Léoto, qui était un formidable ethnomusicologue, à qui on avait demandé de venir être une espèce de grand témoin d'une expérience musicologique au Sénégal, où ils allaient enregistrer les différentes façons d'accorder ce xylophone chez différents grands musiciens sénégalais. Dans les années 70, ça voulait dire qu'il y avait des heures et des heures de route sur des routes très peu carrossables. Et ils allaient enregistrer, et ils enregistraient très précisément avec relié sur les premiers ordinateurs, et pour avoir des gammes très très bien mesurées. Et Gilles Léoto, que j'ai eu comme enseignant, qui était absolument formidable, au bout de 2 ou 3 jours et de plusieurs centaines de kilomètres, leur a dit, stop, on arrête tout, on retourne voir le premier. On ne va pas lui demander d'accorder son instrument, mais on va lui demander d'accorder 2 notes pareilles. Et il a accordé 2 notes en disant, voilà, elles sont les mêmes. Et il y avait une tierce mineure d'écart entre les deux. C'est comme si vous jouiez un do et un mi bémol. Et il disait, c'est la même note. C'est-à-dire que la sensation même de la note identique n'était pas la même. C'est une anecdote bouleversante pour l'étudiant de musicologie que j'étais à l'époque, mais ça veut dire que s'il n'y a pas le pas vers l'autre, on ne peut pas aller vers la culture de l'autre, quoi. Et ça, c'est un élément qui me semble... Alors, c'est vrai que ce dessin a quelque chose d'un peu gênant parce qu'il est essentialisant, mais voilà, il faut juste vous accorder, il faut vous accorder juste, il faut... Voilà, il pose peut-être des questions que les Croates n'avaient pas envisagées, mais il me paraît particulièrement intéressant. Voilà, il va être temps d'arrêter ce webinaire qui n'a pas, qui est dans les durées moyennes des webinaires. Est-ce que vous avez sans développer du tout, mais est-ce que les invités, vous auriez eu quelque chose un sujet que vous auriez aimé aborder, peut-être que nous n'avons pas eu le temps d'aborder? Oui. Vas-y, Catherine. Mais de toute façon, c'est dans le dossier, hein, il faut y aller. Tout à fait. C'était juste par rapport à la posture de l'enseignant et pour compléter un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure sur comment est-ce qu'on peut finalement aider les élèves à recevoir et à s'écouter. Je crois que une chose qui me semble importante, c'est que quand on considère les élèves comme sujet, on se considère aussi soi-même comme Oui. sujet. Et ça me semble vraiment important. On a dit que les biographies langagières étaient intéressantes pour les enseignants eux-mêmes. Et je crois que lorsqu'on accepte soi-même d'être engagé en tant que personne face à ses élèves, avec son propre parcours et ses propres subjectivités, son propre rapport à la culture qu'on transmet et aux cultures qu'on transmet, c'est comme ça qu'on peut être dans cette posture, à mon avis, de partage et d'écoute. Marco? Oui, je crois que les élèves, moi j'ai l'intime conviction que les élèves perçoivent les valeurs qu'on porte en fait et ce qu'on a et que certainement le choix qu'on fait d'assumer un certain nombre de choses et entre autres d'assumer ce qu'on est permet de désamorcer les conflits. Et une partie de la solution, elle est là aussi effectivement. Moi, Hmm.
j'ai arrêté de cacher des choses, j'ai arrêté de cacher mon âge, parce que, bah, évidemment, quand on est en français, on se pose des questions, quel âge as-tu? Donc, je réponds dorénavant, donc ils savent où j'ai habité, et que du coup, ils me répondent aussi, et que partant de là, on peut aller vers autre chose. Voilà, on s'écoute, et c'est bien quand même le- le sujet de permettre à ces élèves de devenir eux-mêmes, et nous-mêmes aussi des sujets, parce que je crois que c'est important pour les profs aussi de, de, de prendre du plaisir et donc d'accepter aussi ce qu'ils sont et de le dire. Encore une fois, ça doit être pensé et à la place d'adulte qui est la nôtre. Euh, mais euh, mais c'est chouette. Hmm. Oui, je suis tout à fait d'accord. Corinne, Florence, peut-être, très, très rapidement maintenant, parce que on est à la fin. Oui, juste un mot pour dire qu'on n'a pas un aspect qu'on n'a pas trop abordé, ce sont les rencontres culturelles entre enseignants aussi dans un même établissement. Et moi, j'ai souvent été, quand je dis rencontres culturelles, c'est la façon dont chacun se pense, on pense son métier, pense ses pratiques. Et souvent, j'ai été frappée de tout ce que j'apprenais en acceptant de rencontrer l'autre et de rencontrer son point de vue. Et de rencontrer sa manière de faire et sa manière d'appréhender son métier. Donc, il y a aussi ces rencontres culturelles-là. Corinne, peut-être? Oui, ben, on a parlé bon, des origines des enfants, etc. On a beaucoup parlé des enfants qui venaient de loin. Euh, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est tout le travail d'ATD Carmonde autour des enfants qui ne viennent pas de si loin que ça, mais qui ont une culture différente et qui n'est pas reconnue à l'école. Et j'en parle d'autant mieux que j'en viens. Et quand on est d'une famille pauvre et qu'on arrive à l'école avec des façons de parler, avec un langage qui n'est pas toujours accepté à l'école, alors c'est parfois difficile de construire son parcours. Et ça aussi, je pense que la culture des autres, c'est aussi celle des personnes qui n'ont pas un parcours de maîtresse, comme le posait tout à l'heure l'enseignante. Est-ce qu'on a une culture d'école? Bah oui, il y a une culture d'école et quand on n'en fait pas partie, c'est pas facile. Oui, merci beaucoup. Je renvoie à ce webinaire qui a été certainement un des plus beaux c'était un débat éducatif avec Jean-Paul Delahaye autour de son livre. Euh, Un grain de sable. c'est pas L'exception consolante. Oui, l'exception consolante, un grain de sable dans dans le la système. machine ou quelque chose comme ça, Oui, oui. voilà, qui est un livre absolument extraordinaire, comme l'est Jean-Paul Delahaye et son action avec ATD Carmonde. À la fin de l'exil, dit encore Barbara Cassin, l'installation fondation est un métissage voulu et heureux. Voilà, il est temps de clore ce webinaire merci Ben, Avec plaisir. pour plein de choses. À partir du prochain webinaire, c'est une nouvelle équipe, c'est-à-dire que c'était mon dernier webinaire. 2 années et demie, je ne sais combien, 30 webinaires, 35 webinaires qui ont été formidables à faire. Donc, je vais arrêter les animations des webinaires. J'arrête parce que je le veux, non pas parce qu'on me le demande. En tout cas, on n'en était pas encore à me le demander. Et donc, voilà, j'ai été très, très heureux d'animer ces séances mettant en avant les dossiers des cahiers pédagogiques. Ce dossier est réjouissant parce qu'il parle et du sujet et de l'altérité et de choses qui m'ont toujours été chères pour moi dans ma carrière. Je vous rappelle donc merci à tout le monde, merci Ben. Merci à ça, merci Andrea, merci voilà. Et puis Claire Léoté va reprendre l'organisation avec une équipe, Tristan Brahms qui fera les montages, enfin oui, voilà, et plusieurs animateurs, et ça sera très bien et peut-être même renouvelé parce qu'on finit peut-être par s'encrouter. C'est très très bien que cela change. Donc il est temps maintenant de clore ce webinaire.
En vous remerciant tous les quatre. Merci de vos interventions. Je vous rappelle qu'il existe une bibliographie, une cytographie des références sur notre site, que donc les cahiers pédagogiques, je finis sans voix, pardon. Les cahiers pédagogiques est une revue associative qui paraît par un travail important de salariés et de militants. Ou les deux d'ailleurs, ce qui n'est pas simple. Et votre soutien est fondamental. Faites-nous connaître, adhérez, faites adhérer vos établissements, militer. C'est quelque chose de vraiment important pour nous dans cette période. Le prochain webinaire, donc animé par mon ami Yannick Mével, aura lieu le 20 décembre et le dossier sera le 589 le titre devrait être quelque chose comme « Et toi, ta classe, tu la gères ?» Voilà. Bonne soirée à vous. À bientôt. Au revoir.